Le 7 octobre 2023, Israël est prise par surprise par une attaque très bien exécutée par le Hamas, un groupe armé que plusieurs qualifient de terroriste. Une enquête du New York Times révèle que durant l'attaque, les troupes israéliennes improvisent et que cette désorganisation les amène à s'appuyer sur les médias sociaux pour choisir ses cibles. Quoi qu'il en soit, il s'ensuit une violente réponse d'Israël qui envahit la Palestine. En 2024, le conflit s'étend un peu plus. Pour éviter une plus grande expansion du conflit, l'appel à un cessez-le-feu est grand. Israël connaît un effritement de ses appuis et les universités occidentales se mobilisent derrière la Palestine. Dans cet épisode, je reviens sur les grands moments du conflit israélo-palestinien en 2024. L'une des plus grandes craintes des combats entre Israël et le Hamas est une expansion du conflit. Surtout avec le Liban, un pays au nord d'Israël. Israël attaque des cibles terroristes au Liban reliées au Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un parti politique et un groupe paramilitaire considéré par certains comme un groupe terroriste. Il s'ensuit plusieurs échanges de tirs des deux côtés de la frontière. L'État hébreu en vient à évacuer les civils qui résident près du Liban. On observe une escalade de violence entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Le 17 septembre, le Hezbollah est ciblé par une attaque peu orthodoxe. À 15h30, des centaines de téléavertisseurs explosent. Il est 15h30 ce mardi lorsque d'un seul coup, aux quatre coins du Liban, les beepers des cadres dirigeants du Hezbollah explosent simultanément après avoir reçu un message selon plusieurs témoins. Ce serait une compagnie de Taïwan qui aurait mis en place les éléments permettant les explosions. Si le Hezbollah utilise des téléavertisseurs et non des cellulaires, c'est par peur d'être géolocalisé. Le lendemain, à des funérailles de membres du Hezbollah tués la veille, des walkie-talkies explosent, faisant d'autres morts et des centaines de blessés. C'est pendant qu'ils assistent aux funérailles de 4 membres du Hezbollah que la détonation se produit. Une explosion, celle de leur talkie-walkie, ces appareils de transmission désormais éventrés. Immédiatement, la panique générale s'empare de la foule. Et au milieu de la fumée, les sirènes des ambulances qui arrivent sur place pour venir en aide aux blessés. Comme un sentiment de déjà-vu, depuis hier, le pays fait face à une attaque technologique sans précédent. Le 19 septembre, durant un discours du chef du Hezbollah, l'aviation israélienne franchit le mur du son au-dessus de Beyrouth, la capitale du Liban. C'est une tentative d'intimidation à peine voilée. Au mois d'octobre, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace les Libanais de subir des destructions comme à Gaza, si leur pays ne met pas en place un plan offensif pour se débarrasser du Hezbollah. Israël surprend le monde en attaquant la FINUL. La FINUL, c'est la force intérimaire des Nations Unies au Liban. C'est des casques bleus mais positionnés au Liban depuis des décennies. Ce sont donc des agents de la paix. Les arguments officiels de cette attaque sont que le Hezbollah a bâti des abris souterrains où se trouvent des armements près des bases et des stations de la FINUL. Israël veut donc déloger les casques bleus pour prendre d'assaut les repères du Hezbollah. De l'avis de plusieurs analystes, il s'agit aussi de se débarrasser des casques bleus sur le territoire libanais qui sont des observateurs gênants parce qu'ils rapportent les dérives d'Israël. S'en prendre à l'ONU, c'est aussi une façon d'humilier la communauté internationale et la mettre devant le fait accompli, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou ne reculera devant rien. De toute façon, il possède le soutien inconditionnel des États-Unis, quoique ce soutien soit de moins en moins inconditionnel. Nous y reviendrons. En novembre 2024, un accord de cessez-le-feu est proclamé entre Israël et le Hezbollah. La chose est saluée à l'international. L'Iran n'est pas en reste dans le conflit. En avril, Israël bombarde l'ambassade iranienne en Syrie. Quelques jours plus tard, l'Iran répond à cette attaque et lance environ 300 drones et missiles contre Israël. Il s'agit de la première attaque iranienne contre l'État hébreu. Le 19 avril, Israël réplique avec une attaque de drones près d'une base militaire au centre de l'Iran. Très tôt dans le conflit, le Yémen prend part à la guerre. Les Houthis, qui contrôlent une bonne partie du Yémen, prennent la défense des Palestiniens et attaquent des bateaux de marchandises occidentales qui empruntent la mer Rouge. En juillet 2024, ce conflit maritime se rend jusqu'à Israël quand les Houthis frappent Tel Aviv à l'aide de drones. En 2024, preuve que rien ne va plus dans le camp israélien, Netanyahou dissout son cabinet de guerre. Critiqué de tous les côtés, l'effritement de ses appuis à l'intérieur et à l'extérieur de son pays se font sentir. Reculons un peu dans le temps jusqu'en 2023. Quelques jours après les attaques du 7 octobre, à la demande de la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU vote en faveur ou non d'un cessez-le-feu immédiat. Le Conseil de sécurité rejette la résolution de la Russie à cause du droit de veto des États-Unis. Les Américains maintiennent leur refus d'un cessez-le-feu en décembre 2023 et en février 2024. Mais le statu quo change en mars, quand le Conseil de sécurité de l'ONU passe à nouveau au vote. Cette fois-ci, les États-Unis ne votent pas.
La résolution est donc adoptée et Israël ne manque pas de dénoncer la passivité de son allié américain. Mais ce n'est pas parce que le Conseil de sécurité demande un cessez-le-feu qu'il y aura nécessairement un arrêt des combats. Israël le sait bien. Au début de l'année, des Palestiniens affirment que des femmes ont été violées par des soldats israéliens. Certaines auraient été retrouvées avec des clous dans les cuisses et des balles tirées dans le vagin. Devant la barbarie des actions commises par l'armée israélienne, des étudiants universitaires un peu partout en Occident créent des camps sur les campus. C'est surtout aux États-Unis où la protestation universitaire est la plus grande. On demande la fin de la guerre en Palestine et un changement dans les politiques de Joe Biden dans le conflit. Tout ce mouvement démarre dans la prestigieuse Université Columbia dans l'État de New York. Les manifestants demandent que les universités cessent de subventionner les compagnies israéliennes dont certaines ont des liens avec la guerre en Palestine. Couper des ponts avec les investisseurs profitant à un pays agresseur ne serait pas une première dans l'histoire des universités américaines. Plusieurs l'ont fait pour le Vietnam et l'Afrique du Sud. Les polices locales en viennent à intervenir pour arrêter les manifestants. À l'international, certains pays en viennent à reconnaître publiquement l'État de Palestine. C'est entre autres le cas de l'Espagne, l'Irlande, la Norvège et la Slovénie. Retournons dans le temps jusqu'à la fin de l'année 2023. Le président turc estime à ce moment-là qu'il n'y a aucune différence entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Adolf Hitler. Cette comparaison est lourde de sens puisque ce sont les Juifs qui ont su faire des politiques racistes d'Hitler. Ce rapprochement est peut-être grossier, mais démontre le malaise de certains dirigeants devant ce que plusieurs qualifient de génocide contre le peuple palestinien. Au mois de mai 2024, la Cour pénale internationale lance des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien et des dirigeants du Hamas pour des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Ces accusations portent le chef d'État israélien et les chefs du Hamas sur un pied d'égalité, ce qui offusque plusieurs joueurs internationaux. Quelques jours plus tard, Israël tire des missiles sur des civils dans des camps de déplacés, ce qui provoque une indignation des appuis à l'international. Au mois de juillet, alors que le nombre de morts dus à la guerre en Palestine ne cesse d'augmenter, la Cour internationale de justice affirme que l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967 est illégale. C'est un nouveau pied de nez au premier ministre israélien. Plusieurs pays mènent des négociations afin d'arriver à une paix. C'est le cas des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar. Le Qatar est peut-être celui qui se démène le plus pour avoir une paix dans la région. Malgré cette belle volonté et après des mois d'efforts, les négociations semblent mener à un cul-de-sac. Au mois de juillet, le chef politique du Hamas est tué en Iran. Avec cet assassinat, l'idée d'une trêve à Gaza semble inimaginable. En novembre, le Qatar retire sa médiation entre Israël et le Hamas, mais tout n'est pas fini. L'espoir d'un arrêt des combats revient en décembre, quelques jours après la chute du tyran Bachar al-Assad en Syrie. Aussi mortel soit-il, tout conflit armé se termine un jour. Israël en est déjà depuis un moment à penser à l'après-guerre. En juillet, alors qu'un État palestinien est encouragé par plusieurs pays arabes et des pays occidentaux, dont les États-Unis sous l'administration de Biden, le Parlement israélien adopte une résolution contre la création d'un État palestinien. Après la guerre, le ministre de la Défense et des Finances d'Israël préconise un retour de colons juifs dans la bande de Gaza. Le politicien estime que les Gazaouis doivent être encouragés à émigrer vers d'autres pays. Voici ce qu'affirme le ministre durant un entretien à la radio militaire. Pour avoir la sécurité, nous devons contrôler le territoire et pour contrôler militairement le territoire sur le long terme, nous avons besoin d'une présence civile. De tels propos choquent un peu partout sur la planète, surtout dans le monde arabe. L'année 2024 se termine avec un effritement de certains appuis à Israël et une reconfiguration des forces au Moyen-Orient, avec la fin du régime Assad en Syrie. Mais ça, c'est une autre histoire.